Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le président guinéen Alpha Condé a enfin annoncé la date du référendum constitutionnel. Le vote contesté par l'opposition se tiendra le 1er mars, soit le même jour que les élections législatives. Au Malawi, la Cour constitutionnelle a annulé l'élection présidentielle controversée du 21 mai 2019 qui a vu la réélection du président Peter Mutharika. Le juge a estimé que le vote avait été entaché de nombreuses irrégularités. Tour d'horizon des réactions dans ce journal. Et puis, l'Afrique de l'Est connaît sa pire invasion de criquets pèlerins depuis 25 ans. L'Éthiopie, la Somalie et le Kenya sont particulièrement touchés. L'état d'urgence a été décrété. Le président guinéen Alpha Condé a fixé au 1er mars 2020 la tenue du référendum constitutionnel, date qui coïncide avec la tenue des élections législatives. L'exécutif a décidé de faire abstraction des protestations de l'opposition guinéenne qui dénonce une manœuvre du chef de l'État dans le but de briguer un troisième mandat à fin 2020. Les précisions d'Aïssatou Bari. C'est désormais officiel, les élections législatives seront couplées au référendum constitutionnel. C'est l'annonce faite par le président guinéen Alpha Condé juste après le report des élections législatives au 1er mars 2020, initialement prévu le 16 février pour des raisons techniques. Le texte du projet de nouvelle constitution comporte 161 articles sur 45 pages. Il fait notamment passer le mandat présidentiel de 5 à 6 ans, renouvelable une fois. Sur le plan économique, le couplage de ces élections va coûter moins cher et ça va faciliter la mobilisation des militants. On mobilise les militants pour 2 scrutins en même temps. Ce n'est pas les mêmes élections, ce sont des urnes différentes. Les gens sont libres d'aller ou de ne pas aller voter. Un projet qui provoque une forte défiance au sein du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, qui le qualifie de coup d'État constitutionnel. Pour l'opposition, ce référendum va remettre les compteurs à zéro, ce qui permettrait au président de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Alpha Condé avait déjà déclaré dans le journal Le Monde qu'il y a eu des morts dans certains pays qui étaient engagés dans le changement de la Constitution, mais que la Constitution a été adoptée. Et donc, ça veut dire qu'il est prêt à tuer en Guinée pour aboutir à son projet de troisième mandat. Donc, le FNDC le tiendra pour responsable de tout ce qui adviendra du fait de son projet de troisième mandat. Rappelons que depuis plus de 3 mois, le pays est livré à une agitation dans laquelle au moins 28 civils et un gendarme ont perdu la vie. La contestation à maintes reprises, sévèrement réprimée, a jeté la lumière sur le comportement des forces de sécurité guinéennes dénoncées par les défenseurs des droits humains. C'est la première élection à être légalement contestée depuis l'indépendance du Malawi en 1964. Ce lundi 3 février, la Cour constitutionnelle du Malawi a annulé la réélection du président sortant Peter Mutharika en mai 2019. Il faut dire que des manifestations antigouvernementales ont eu lieu régulièrement depuis son élection l'an dernier. Le tribunal a décidé que Peter Mutharika restera au pouvoir jusqu'à ce qu'une nouvelle élection ait lieu. Celle-ci devrait se tenir dans 5 mois sur ordre du tribunal. Aïssatou Diamanka-Besland. Euphorie dans les rues de Lilongwe, la capitale du Malawi, après la décision de la Cour constitutionnelle d'annuler la présidentielle de 2019, présidentielle qui avait donné vainqueur le président sortant Peter Mutharika. Près de 10 000 personnes, partisans de l'opposition, sont sortis en liesse pour célébrer cette décision selon eux historique. C'est une bonne chose, nous respectons nos juges. Où que vous soyez, sachez simplement que Dieu vous aime et que Dieu aime le Malawi. Nous ne voulons pas de voleurs. La présidentielle avait été entachée d'irrégularités et de fraude, selon l'opposition qui avait immédiatement contesté les résultats via la voix de son chef de file, Lazarus Chakwera, et du vice-président Solos Shima. Des procès-verbaux modifiés ou effacés par un liquide fluide correcteur blanc notifié par la Cour constitutionnelle ont mis le doute sur la fiabilité des résultats du scrutin. Au départ, nous savions tous que l'élection était un flop. En tant qu'électeurs, nous savions qu'elle était truquée. Et avec cette décision de justice, nous sommes très heureux de voter à nouveau. Si les partisans de l'opposition fêtent leur victoire judiciaire, les supporters du président Peter Mutharika, élu puis déchu, fustigent la décision de la Cour constitutionnelle. La façon dont cette décision a été prise m'a frustré.
Les choses se stabilisaient, l'économie se redressait. Mais parce que le tribunal a décidé de nouvelles élections, je n'ai aucun problème, je voterai à nouveau. Un nouveau scrutin devrait être organisé d'ici 5 mois suite aux directives de la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, Peter Mutharika a annoncé qu'il ferait appel de cette décision, un recours juridique qui pourrait relancer le processus électoral. L'opposition namibienne, elle n'aura pas obtenu gain de cause. La Cour suprême a rejeté ce mercredi 5 février son recours contre la réélection en novembre 2019 du président sortant Geingob portant sur l'utilisation de machines à voter électroniques. Les partis d'opposition avaient saisi la Cour suprême en décembre 2019 réclamant l'annulation des résultats et l'organisation d'un nouveau vote estimant que l'utilisation de ces machines sans trace écrite était inconstitutionnelle. Pour le président de la Cour suprême, Peter Chivute, les requérants n'ont pas prouvé que l'absence de traces écrites vérifiables avait porté atteinte à leur droit fondamental de voter. Autre élection, celle des municipales au Cameroun. L'heure est au dernier réglage. Le scrutin se tient ce dimanche 9 février. Le parti au pouvoir entend garder la main sur la commune de Douala, 5e dans le littoral. L'arrondissement a attiré plusieurs investissements ces dernières années et le RDPC ambitionne de faire de cette commune un hub économique dans la ville de Douala. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. Depuis sa création en 1993, suite à l'éclatement de la commune de Douala 3e, la commune d'arrondissement de Douala 5e demeure le terrain d'affrontement entre deux principales formations politiques, le Front social et démocratique et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le RDPC, à la tête de cette commune depuis 2002, est bien résolu à conserver la mairie de l'arrondissement à l'issue du scrutin du 9 février. L'objectif, faire de Douala 5e la commune avant-gardiste de la capitale économique. Nous avons, par notre politique, par une politique incitative, nous avons rendu Douala 5e commune attractive. Alors, on aura d'autres personnes, d'autres investisseurs qui vont venir. Parce que nous avons une bonne réserve foncière, nous allons l'organiser pour pouvoir effectivement apporter des réponses aux sollicitations de ces investisseurs pour le bien-être des populations de Douala 5e. Avec une superficie de 210 km² et une population sans cesse grandissante, la commune de Douala 5e incarne dans la ville de Douala l'expansion d'une véritable classe moyenne. Pour une meilleure attraction des investisseurs, une importante partie de la voirie de l'arrondissement est en cours de réhabilitation. Pour continuer de présider à la destinée de la commune, le RDPC appelle au vote massif des électeurs. Donc allons voter pour rassurer les investisseurs qui sont prêts à venir au Cameroun, pour rassurer tous ceux qui accompagnent le Cameroun dans le sens du développement. Il faut aller voter. Maintenant, il faut voter le RDPC, c'est le parti qui rassure. Dans la bataille pour les municipales à la commune de Douala 5e figure également la liste du SDF, conduite par Carlos Ngoualem, et la liste du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, conduite par Joseph Espoir Biong. Selon l'agence de notation Bloomberg, le cédille ghanéen devient la monnaie la plus performante au monde devant le dollar américain. Une percée qui s'explique par la crise que traverse actuellement la Chine sur le plan sanitaire et commercial. Certains analystes restent pour le moins sceptiques par rapport à cette estimation. Les détails d'Angelo Megno. Le cédille ghanéen serait la monnaie la plus performante au monde. Cette estimation faite par l'agence de notation Bloomberg indique que la monnaie ghanéenne s'est renforcée de 3,9% en 2020. Elle a pris donc de l'ascendance par rapport au dollar américain, alors qu'en 2019, elle s'était affaiblie de 13%. Franchement, je suis un peu sceptique. Temporairement, elle peut être valable, cette étude-là par rapport. Mais à court terme, l'inquiétude à propos de la dette des pays africains, comme vous le savez, la Banque africaine de développement, dans son étude récente, a attiré l'attention sur la dette des pays africains. Et le Ghana fait partie de ces pays
qui avait émis des obligations souveraines vers les marchés financiers. L'épidémie de coronavirus et les récentes vacances du Nouvel An lunaire en Chine expliquent cette ascendance du cedi ghanéen. Les voyages et le commerce ont été réduits, ce qui a fait baisser la demande des devises étrangères chez les importateurs ghanéens. Mais pour de nombreux experts, l'estimation de Bloomberg ne reflète pas l'état actuel de l'économie ghanéenne. On connaît les problèmes de la filière café-cacao. On connaît cette question de la dette extérieure du Ghana. Le Ghana est dans une zone de la CEDEAO où la plupart des pays qui l'entourent sont des pays à problème. Donc, moi, je ne vois pas quel contexte qui serait aussi favorable au point que le cedi soit mieux coté que le dollar américain. Le cedi ghanéen a subi une dépréciation en 2019 par rapport au dollar américain. De 4,10, il est passé à 5,51 en février de la même année. Certains analystes estiment que la Banque centrale doit injecter des devises sur le marché pour réguler le taux de change. L'Afrique de l'Est est actuellement frappée par l'épidémie la plus grave de criquets pèlerins en 25 ans. Cette invasion menace la sécurité alimentaire de toute la région de la Corne de l'Afrique. Les autorités qui imputent cette invasion massive aux conditions climatiques inhabituelles ont mis en place des dispositifs sécuritaires. La Somalie, gravement touchée par cette épidémie, a décrété l'état d'urgence. Nelly Bessa. En Afrique de l'Est, la Somalie est le premier État de la région à se mobiliser au niveau national pour lutter contre les criquets pèlerins qui menacent la sécurité alimentaire. Le pays a décrété une urgence nationale face à l'invasion de ces insectes qui dévastent l'approvisionnement alimentaire et aggravent la situation alimentaire du pays qui fait déjà face habituellement à une pénurie alimentaire chronique. Il est vital de contenir les ravageurs avec une intensification rapide des opérations de contrôle, tout en protégeant et en soutenant les moyens de subsistance des agriculteurs et des éleveurs. Compte tenu de la gravité de l'épidémie acridienne, nous devons déployer tous nos efforts pour protéger la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des Somaliens. Si nous n'agissons pas maintenant, nous risquons une grave crise alimentaire que nous ne pouvons absolument pas nous permettre. L'Éthiopie et le Kenya sont également victimes de cette invasion acridienne. Au Kenya, les criquets qui ont ravagé près de 11 des 47 comtés du pays se dirigent désormais vers la vallée du Rift, l'un des greniers de la région. Tandis qu'en Éthiopie, l'actuelle invasion a touché plus de 65 000 hectares de terres dans différentes régions du pays. Le gouvernement tanzanien, quant à lui, a indiqué avoir déjà acquis 7 000 litres de produits chimiques afin de répondre à une éventuelle menace. Le comité de crise qui a été mise en place doit mobiliser des moyens matériels, humains et efficaces pour combattre ces criquets pèlerins par l'utilisation des pesticides. Il faut que désormais le suivi météorologique ne soit plus une affaire localisée seulement au parc abri météo national, mais il faut décentraliser le contrôle météorologique dans tous les centres qui peuvent être susceptibles d'être attaqués par des criquets pèlerins. Pour l'heure, le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires des Nations Unies a débloqué 10 millions de dollars pour contribuer au renforcement de l'intervention contre les criquets pèlerins ravageurs en Afrique de l'Est. Dans le reste de l'actualité, l'Afrique prend ses dispositions pour lutter contre l'épidémie du coronavirus. L'Institut Pasteur de Dakar a été désigné par l'Union africaine comme un des 2 centres de référence en Afrique pour la détection de la nouvelle pathologie apparue en Chine. Du 6 au 9 février, des experts de 15 pays du continent seront réunis dans la capitale sénégalaise afin de se préparer à faire face à la maladie. L'Afrique est pour l'heure épargnée, mais les gouvernements du continent ont renforcé les mesures de prévention, notamment dans les ports et les aéroports. La Guinée équatoriale a annoncé faire un don d'1,8 million d'euros à la Chine afin de l'aider à faire face à l'épidémie de coronavirus. Le bilan de l'épidémie en Chine est monté ce mercredi à 500 morts sur plus de 24 000 cas confirmés dans le pays. Il s'est propagé à une vingtaine de pays où quelques 200 cas de contamination ont été enregistrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.